prête serment comme on passerait devant l'autel ou devant le maire. Une quarantaine de postiers se sont engagés à respecter le secret professionnel, une tradition remise au goût du jour à la mairie de Pointe-à-Pitre. Et puis, pause gourmande dans cette édition. Les chefs locaux rivalisent d'imagination pour préparer le poisson lion, autrefois redouté. Rendez-vous dans les cuisines d'un chef qui en a fait sa spécialité. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Le fait marquant de ce vendredi, c'est bien entendu les commémorations du 11 novembre 1918. Une cérémonie a eu lieu, comme chaque année, au Champ d'Arbaud à Basse-Terre, en mémoire des soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. L'armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Cette date présente dans toutes les familles françaises et pour la 98e célébration, pour faire le pont entre le passé et le futur, un symbole, de jeunes pompiers volontaires et des lycéens conviés à la cérémonie. Vraiment toute la Guadeloupe s'est rassemblée ce matin à Pointe-à-Pitre d'abord, puis ici à Basse-Terre, au chef-lieu de région, pour commémorer ce souvenir de tous ceux qui ont participé à cette grande guerre, qui se sont battus pour que nous puissions jouir aujourd'hui de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et l'association et l'engagement, je dirais, des jeunes montrent aussi qu'on doit s'appuyer sur les valeurs de solidarité pour construire la France de demain, la Guadeloupe de demain. C'est en s'appuyant sur cette jeunesse qui est l'avenir de notre pays, l'avenir de notre territoire, que nous le ferons. Une cérémonie qui était plus longue qu'à l'accoutumée, les porte-drapeaux ont été honorés, un devoir de mémoire, un dévouement à la nation. Je suis très dévoué de la partie. Parce que pourquoi c'est une chose que je dis toujours au début, j'aime militaire. Et quand j'étais militaire, au contraire, je disais souvent si l'âge redevient à nouveau, j'aurais déjà fait. Parce que ça, lorsqu'on est militaire, lorsqu'on fait dans l'armée, ça représente aussi pour devenir un homme déjà pour demain. J'appelle bien aussi que maintenant là, on a retiré le service militaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si, à mon avis, de faire tous les jeunes faire leur service militaire. Pour rappel, c'est avec le traité de paix de Versailles, signé le 28 juin 1919, qui met fin réellement à l'état de guerre. Et nous avons souhaité savoir ce que vous évoque le 11 novembre. Vous allez le voir, certaines réponses sont assez surprenantes. Linda Kayarsi. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un jour férié. On ne travaille pas? Non, non. On profite de sa journée? Oui. Eh bien, c'est l'armistice. C'est la guerre de 14-18. Alors, le 11 novembre, malheureusement, pour nous les artisans, c'est un jour où on ne travaille pas. Donc, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'évoque en priorité pour moi le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est l'armistice. Le 11 novembre, c'est la fête de l'armistice, je pense. Eh bien, c'est l'armistice. Tout le monde doit le savoir. En Guadeloupe, c'est l'armistice, ça se respecte. Donc voilà, on a besoin de ça aussi pour voir aussi que quand même il y a des valeurs qui ont été faites par les gens qui se sont battus pour ça. Et aujourd'hui, on est content que demain, ça sera une belle fête de l'armistice et il sera fêté dignement, j'espère, en Guadeloupe. Je crois que c'est la fête de l'armistice et je ne sais pas plus. Alors le 11 novembre, alors ça ressemble au 11 septembre, mais c'est pas le 11 septembre, c'est le 11 novembre. Alors j'hésite, je dirais quelque chose lié à une guerre, un fait historique, mais je suis pas sûre. Peut-être l'armistice? Non? Oui? Voilà, alors je pense que c'est l'armistice, mais ensuite, entre qui et qui, je ne saurais pas vous dire. Et sachez que l'on estime à 10 millions le nombre de morts lors de la Première Guerre mondiale pour 65 millions de soldats engagés pour sauver la patrie. Et dans le reste de l'actualité, la prestation de serment des nouvelles recrues de la Poste. Comme les médecins, les postiers sont tenus par le secret professionnel. Hier, plus de 40 personnes embauchées en CDI à la Poste se sont engagées devant le maire à respecter le secret de la correspondance, ainsi à ne pas ouvrir les lettres ou les colis. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinan.
L'ambiance était très solennelle hier après-midi dans la salle de délibération de la mairie de Pointe-à-Pitre. La Poste y avait investi le lieu afin de procéder à l'accueil des nouveaux postiers qui, pour intégrer ce groupe, devaient prêter serment. La prestation de serment est obligatoire pour tout postier. Dès que l'on entre à la Poste, on doit prêter serment, on doit s'engager justement sur un certain nombre d'obligations, notamment le secret de la correspondance, également le secret professionnel. Donc ça s'applique à tous les métiers de la Poste, que ce soit le facteur, que ce soit le chargé de clientèle au guichet ou que ce soit le conseiller bancaire. Donc tous les postiers doivent prêter serment et ça existe depuis 1790. Une pratique assez méconnue du grand public. Le postier, quelle que soit sa mission, a des obligations. S'il ne les respecte pas, il peut faire l'objet de sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Les nouveaux postiers en sont conscients et fiers. Prêter serment, pour moi, c'est un acte fort et important. Ça nous engage dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, voilà, nouveau conseiller à la Banque Postale, un établissement qui a des valeurs, un grand groupe qui permet également aussi de forger son avenir, de pouvoir réaliser ses projets. Voilà, donc c'est très important et c'est une très bonne chose puisqu'effectivement on est en relation avec des clients. Il faut qu'ils soient conscients que l'on puisse effectivement pouvoir respecter ce secret de confidentialité et surtout la déontologie. Pour moi aujourd'hui c'est une grande fierté, d'accord. Moi je débute dans le monde professionnel, donc aujourd'hui rejoindre la Banque Postale pour moi c'est un engagement fort. J'ai été recruté suite à un recrutement externe, donc avant j'étais pas du tout dans ce secteur d'activité et donc la Banque Postale ils m'ont permis d'assurer on va dire quelque part mon avenir et ils me donnent une chance justement de pouvoir grandir et de développer mes compétences. Et le fait de pouvoir prêter serment aussi pour moi c'est un engagement fort. La Poste démontre ainsi sa volonté et son engagement d'être un acteur économique fort et majeur en Guadeloupe. En plus, la Poste donc, a recruté 40 jeunes en CDI sur 1 an et demi. Donc c'est vrai que c'est une très belle performance parce que ça prouve aussi que la Poste est une entreprise dynamique et performante. Une belle cérémonie empreinte d'émotion en présence des représentants des collectivités majeures, de la préfecture et des forces de l'ordre. Et à ce propos, les soupçons de fraude concernant les élections de la Chambre des métiers de l'artisanat ont jeté un discrédit sur le travail des facteurs, accusés à tort ou à raison d'être complices d'un vaste réseau de fraude. La directrice régionale de la Poste de la Guadeloupe s'en défend. On écoute ses explications au micro de Nathalie Dinan. Écoutez, la Poste met tout en œuvre et a mis tout en œuvre pour distribuer le courrier, et notamment les enveloppes électorales. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier à signaler, puisque nous avons mis en place un suivi très fin des enveloppes justement contenant les professions de foi et après contenant les votes. Donc je pense que la Poste s'est vraiment pliée en 4 pour réussir sa mission. Donc, ce que je rajouterais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la preuve que la Poste est une entreprise fiable, une entreprise à laquelle on peut faire confiance, dans la mesure où tous les postiers prêtent serment. Maintenant, s'il y a des manquements avérés, bien entendu, les postiers seront sanctionnés après une enquête interne et pouvant aller jusqu'au licenciement. Reste avec nous dans un instant, pause gourmande dans ce journal avec le poisson liant en vedette dans certains restaurants de l'archipel et puis lumière sur l'exposition consacrée à l'art amérindien à Trois-Rivières. Mais avant, un séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti hier soir à 22h uniquement dans la commune de Grand-Rivière en Martinique. Il s'agissait en fait d'un exercice grandeur nature pour évaluer la capacité des habitants à réagir en cas de tremblement de terre. Une opération mise en place par l'Université populaire de la prévention en partenariat avec la municipalité. Voyez ce reportage réalisé par Marc-Olivier Dream d'ATV Martinique. « 22h, Grand-Rivière est réveillé par un important séisme. Dans la commune, tout le monde se connaît, on essaie de retrouver les siens. C'est ça qui passait. Au menu du scénario de l'exercice organisé par les bénévoles de l'Université populaire de la prévention, route coupée, personnes disparues,
Mairie inaccessible, Grand-Rivière est tout simplement sinistrée. J'ai la liste des élus de la ville qui sont présents. Le maire est absent. Nous sommes 5 pour l'instant. Dans les artères de la ville, on s'organise comme on peut et les secouristes déjà sur place sont submergés. Il y a un monsieur qui est non, c'est pas lui. Mon mari. Je ne vois pas mon mari, Seigneur Jésus. L'objectif, c'est un petit peu de tester la réactivité, premièrement, de la population, deuxièmement, des élus, afin de pouvoir gérer une crise, dans la gestion de crise. Troisièmement, la réaction des autorités supérieures, la préfecture, les secours extérieurs. Quand on va appeler, on va dire qu'on a un problème sur Grand-Rivière, quel sera le délai pour que les secours arrivent vers nous. On est là de tout cœur avec toi. Voilà. Le renfort des secours avoisinants n'est pas encore suffisant, car en base arrière, le staff communal doit organiser, compter, recenser des réflexes loin du quotidien de ses employés de mairie. Nous sommes éloignés des autres communes. Alors ce qu'il faut, il nous faut prendre les initiatives pour pouvoir aider les gens. Si tu as mon message, tu me rappelles. Merci. Alors, rappelle-le, il laisse suivre le message. D'accord. Il faut quand même que cette mairie continue à fonctionner. Ah mais bien sûr, il faut que ça fonctionne. J'ai de la chance parce qu'ils sont tous là avec moi aujourd'hui. Et comme vous voyez, ils sont donc sur le terrain et les choses avancent. Même s'il y a un peu de frayeur. L'enjeu, c'est de voir, c'est la réaction qui peut être faite par les services et avec la spécificité qu'on est de nuit. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses à améliorer. C'est normal, c'est le but de ces exercices. C'est précisément de voir ce qui va, mais aussi de voir ce qui ne va pas et de pouvoir améliorer pour le jour où on aura vraiment un séisme de 6,8 comme c'est le cas aujourd'hui. Habitué à être sinistré, cet exercice nocturne se veut un message fort pour la population ainsi que les autres communes concernées. Et on restera dans l'étoile encore pendant longtemps, ce qui voudrait dire que nous sommes encore soumis à d'autres types de ce genre. Et il faut s'attendre à travailler encore davantage. Tout n'est pas terminé pour Grand-Rivière qui doit encore éduquer, car risque séisme, risque tsunami, des réflexes encore trop sous-estimés. En Martinique, toujours ce chiffre, 73 000, c'est le nombre de personnes en situation de handicap. C'est ce que révèlent les résultats d'une étude menée par l'INSEE. Si le handicap touche majoritairement les seniors, les 25-49 ans sont également concernés. Les déplacements, l'accès à l'emploi et au logement sont les principaux domaines à améliorer. C'est ce que nous expliquent Loïc Régis et Michelet François d'ATV Martinique. Michael est hémiplégique, il est à mobilité réduite. Passionné de photos, il en a fait son métier. Âgé de 44 ans, son quotidien n'est pas facile. Selon lui, la situation des personnes handicapées a du mal à s'améliorer en Martinique par manque de considération des citoyens comme des pouvoirs publics. C'est pas évident pour eux d'être accompagnés, il faut avoir une tierce personne. Et au niveau des hommes politiques, quand ils disent oui, et on ne voit jamais le travail. Comme lui, 73 000 personnes ont été recensées par l'INSEE en situation de handicap, certains avec des formes plus lourdes, une problématique qui concerne avant tout les seniors, mais aussi les 25-49 ans. La proportion plus au niveau des personnes âgées, après le reste c'est issu d'accidents ou de maladies. Et la maladie est d'ailleurs un élément important pour les personnes handicapées, c'est-à-dire que la prévalence de la maladie, elle est 2 fois plus importante pour tout ce qui est maladie chronique, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies cardiovasculaires lorsque la personne est handicapée. L'étude de l'INSEE met en évidence certaines carences. La Martinique est très en retard par rapport à l'Hexagone en termes d'accessibilité, d'emploi et de logement. 24% des personnes en situation de handicap sont au chômage, ce qui est important parce que dans la France hexagonale, il n'y a que 12% des personnes qui sont au chômage. Donc c'est là où il y a un décalage. La difficulté réside dans le fait que pour les personnes handicapées, souvent elles sont moins diplômées que les autres, pas toujours, mais parfois. Et donc le fait d'être moins diplômées provoque des difficultés pour les personnes en âge de travailler de trouver un emploi. 18% de la population martiniquaise est en situation de handicap selon l'étude. Au premier rang des déficiences, on retrouve les troubles visuels, ceux des mouvements et les troubles psychologiques.
En Guyane, le credo du manger local doit encore trouver son sens concernant la viande bovine. Pour encourager les Guyanais à manger davantage de viande locale, une campagne a été lancée pendant tout le mois de novembre. Elle valorise notamment les expériences innovantes qui ont été lancées pour favoriser les circuits courts. Bienvenue chez Valérie et Pascal, heureux propriétaires d'un élevage de 170 bovins à Macoria, à Yodé-les-Germain, d'ATV Guyane. Dans cette exploitation créée en 2001, 500 têtes de bovins se partagent 200 hectares de terrain. Pour la productrice, l'élevage en plein air est gage de qualité. L'importance de faire des portes ouvertes et d'expliquer l'agriculture aux particuliers et aux gens qui ont envie de venir voir, c'est justement leur faire comprendre pourquoi l'agriculture est indispensable, pourquoi il est important de produire en Guyane, de produire de la manière dont on produit, c'est-à-dire de l'élevage extensif, parce qu'il y a de la place, parce qu'on peut le faire et parce que du coup les bêtes sont en liberté, quoi. On s'adapte au pâturage, c'est-à-dire que les bêtes restent 10 jours sur un pâturage, ensuite le pâturage à 30 jours pour se reposer. Les pâturages sont traités comme les bêtes ici. Valérie fait partie de la CEBOG, qui regroupe 80 éleveurs bovins en Guyane. Ce réseau produit près de 40% de la viande bovine locale. La moitié de leur chiffre d'affaires correspond à des aides publiques. On sait qu'aujourd'hui les financements sont souvent basés sur une courte période et on a des financements sur 5 ans plus ou moins. Et au bout de 5 ans qui sont dégressifs en plus, donc ça peut causer des petits soucis au sein des structures. Les soucis majeurs sont également aussi des problèmes de transformation, c'est-à-dire de débouchés. On a un marché qui s'est développé avec les grandes surfaces et donc il y a une demande qui est différente, c'est-à-dire aujourd'hui qu'il faut pouvoir proposer un petit peu de la découpe et notamment du pad, du prêt à découper. Et aujourd'hui les structures sont quand même en difficulté, il faut le dire. Donc on essaie de se débrouiller par nos moyens. Voilà. La production locale couvre tout juste 20% de la demande. La viande locale pour certains serait trop dure. Un jugement dû à l'absence des 10 jours minimum de réessuage, étape durant laquelle la carcasse perd de son humidité de surface dans une chambre froide. En Guyane, les éleveurs font face aux coupures d'électricité qui rendent cette étape irréalisable sur le long terme. Mais les consommateurs ont une alternative. Pour les gens qui aiment la viande rouge, la viande en steak, grillée, tout ça, évidemment, si on la fait griller alors qu'elle vient d'être abattue, la viande va être dure. Mais si vous prenez un gros morceau, vous le laissez dans votre frigo une semaine, 10 jours, vous enlevez les morceaux noirs après, vous la passez, la viande, elle va être meilleure que la viande que vous pouvez trouver en France parce que justement, c'est des bêtes qui courent tout le temps, c'est des bêtes en liberté en permanence et ça, c'est rare d'avoir une qualité de viande comme ça, de bêtes qui courent, de bêtes qui sont dehors 24 heures sur 24. Réessuage ou non, les visiteurs de cette porte ouverte n'ont goûté qu'une viande de qualité. Ah oui, c'est très bon, délicieux. Je trouve que c'est important de faire travailler les gens qui sont sur place. Pourtant, mon mari travaille dans le transport maritime, mais j'achète que du local, je ne le fais pas travailler lui. Direction Saint-François maintenant pour une dégustation culinaire gastronomique créole. Le chef du restaurant Owidi's nous a ouvert sa cuisine pour une recette des plus savoureuses. Un plat exclusif qu'il mettra sur sa nouvelle carte. La surprise du chef, c'est avec Linda Kayarsi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un riz jonjon à ma façon, accompagné d'un filet de poisson lion pané à la noix de coco. Donc au préalable, nous avons lavé notre riz. Ensuite, nous allons ciseler les oignons le plus finement possible, de l'ail, du piment végétarien et du thym. Donc ensuite, nous allons poêler en fait cette garniture. Donc, nous faisons légèrement rissoler, donc avec une petite coloration brune. Pour les fêtes, j'ai remplacé le petit pois vert par du pois d'Angole que nous ferons également rissoler légèrement. Pour remplacer le bouillon cube de poulet, je mettrai directement un filet de poulet. Donc je remplace mon bouillon de poulet directement par un filet de poulet qui va apporter la petite saveur à notre plat, à notre préparation. Maintenant que nos légumes ont rissolé, nous allons pouvoir rajouter l'épice à jonjon, les cubes de jonjon. Le jonjon qui est un champignon noir d'Haïti. Donc c'est un test en fait pour un nouveau plat à la carte
avec influence d'Haïti en fait, cette fois-ci. Pour ceux qui nous connaissent, on a une grande influence de l'Asie, mais cette année, on met un peu l'accent sur ce qui se fait traditionnellement dans la Caraïbe. C'est d'où provient la couleur, cette couleur noire en fait qu'on a du riz. On peut aussi au préalable faire rissoler le riz avec les légumes avant de mettre le jojon. Ma petite branche de thym. Maintenant, je vais fileter mon poisson lion. Donc, fileter, c'est-à-dire lever les filets. Donc maintenant, nous allons passer à la panure du poisson lion. Donc farine, œuf, chapelure et noix de coco après. Donc on dispose notre poisson côté peau d'abord. C'est très important que la poêle soit bien chaude, ça va éviter que ça colle tout simplement. Un peu de poivre du moulin. Donc maintenant je vais procéder à une cuisson meunière. Donc juste une noisette de beurre qu'on va laisser fondre. Bien s'assurer d'avoir baissé le feu. L'huile permettra en fait que le beurre ne brûle pas tout simplement. Et dès qu'on a cette couleur, on peut rajouter juste le jus de citron. Et donc on peut terminer la cuisson, on dira 5 minutes au four, selon votre cuisson. Si vous préférez plutôt rosé ou moi je suis plutôt adepte de la pointe. Pour poisson lion, à point c'est assez sympa. Donc en attendant que le riz jojon et que notre poisson lion cuise au four, on va préparer un petit, on va dire un beignet de gombo, juste pour l'apéritif. Donc vous aurez besoin de juste un peu de farine et de l'eau pétillante. Donc dès qu'on a une consistance nappante, notre pâte à beignet sera prête. Donc je vais l'assaisonner, sel, poivre. Donc j'enrobe bien mon beignet avec, enfin mon gombo plutôt, avec l'appareil. Et ensuite direction la friture. Là nous allons procéder au dressage de notre assiette. Donc le poisson lui est bien cuit. Donc la petite signature du Wheaties pour ceux qui nous connaissent. Une petite touche de couleur avec du pitaya, comme en ce moment c'est la saison. Donc je vous présente le filet de poisson lion pané à la noix de coco, accompagné de son riz jojon et beignet de gombo. Bon appétit. Et oui, bon appétit si vous êtes à table. Autre sujet maintenant moins goûteux, mais tout aussi nourrissant pour l'esprit. Il y a environ 80 000 ans, naissait l'art amérindien, autrefois appelé précolombien. Dans leur représentation, ils entretenaient souvent un rapport mystique à la nature, un style dont ont hérité et se sont inspirés nos artistes. D'ailleurs, ils ont décidé de mettre ce patrimoine sur toile lors d'une exposition qui se tient jusqu'à la fin du mois de novembre à la mairie de Trois-Rivières. Karen Diam. Agencement simple et épuré pour pénétrer au cœur de la civilisation amérindienne. Autour du thème l'art et la nature, 17 artistes peintres et plasticiens proposent leurs travaux sur cette problématique amérindienne. Chaque peintre, chaque artiste a sa sensibilité. Ce que celui-ci va retrouver, ce n'est pas forcément celui que vous, en tant que spectateur ou moi-même, allez découvrir. Chacun de nous a sa subjectivité, donc nous voyons, nous interrogeons. Et l'objectif, c'est de nous faire nous interroger sur ces événements que nous voyons, sur ces tableaux que nous voyons. D'une pièce à l'autre, chaque œuvre dévoile un questionnement profond. Ici, Chantal Novelli nous propose son œuvre intitulée Terra. C'est très atypique. Elle a commencé par le haut. Et puis après, la terre, parce que c'est notre support. Donc ce matériel noble qui nous porte et qu'il faut préserver. Donc je crois qu'il y a toute une aspiration de s'élever de la terre où nous sommes vers, je ne sais pas moi, certains diront l'infini, je sais pas, la divinité, tout ce qu'il y a. C'est à l'artiste, enfin, c'est à vous de juger ce qu'il y a à travers ce que vous voyez. D'autres artistes,
tels que Jérôme Jean-Charles ou encore Nicolas Nabajotte, exposeront leurs œuvres jusqu'au 30 novembre prochain pour tenter de vous plonger dans la vision de nos ancêtres amérindiens. Des premiers habitants de la Guadeloupe et pour les plus sportifs d'entre vous, une grande randonnée aura lieu ce dimanche sur les sites amérindiens de la commune de Trois-Rivières. Le départ aura lieu dès 6h30 devant le collège. Place aux informations pratiques maintenant. ATV fait appel à votre générosité dans le cadre d'une grande campagne lancée en association avec Médecins sans frontières pour aider Haïti. Des promesses de dons. Nous attendons vos promesses de dons au 0596 37 99 96. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain devant le centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.